Checo, 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 Checo. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix du Mexique 2021, c'est parti. Première réaction, on part tout de suite sur, tout simplement le départ qui a été mouvementé pour beaucoup de monde, surtout pour un certain Valtteri Bottas et un Daniel Ricciardo. On avait deux Mercedes contre deux Red Bull, les deux Mercedes avaient bloqué la première ligne tout simplement. Et en vrai, valait mieux être derrière sur cette longue ligne droite qui menait jusqu'au virage 1, parce que derrière il y avait des jeux d'aspiration dans tous les sens, c'était assez incroyable. Alors au final, Bottas qui prend plutôt un mauvais départ, on va dire, par rapport aux autres. Il foire un petit peu la stratégie d'Hamilton qui ne peut pas prendre d'aspiration. Hamilton serre à gauche pour tenter d'enfermer complètement Verstappen, mais il y a un petit espace qui se libère et alors là, au freinage, c'est celui qui en a le plus dans le pantalon. En fait, à l'extérieur, on est sur la trajectoire justement du virage, donc on peut prendre le virage plus correctement, on peut aussi emmener un peu plus de vitesse parce que le rayon de courbe est un peu plus grand, puisque tu peux prendre tout le monde par l'extérieur, on va dire. Donc l'extérieur est avec un petit peu plus de confort, on n'est pas dans la partie sale, alors qu'à l'intérieur, on est justement dans la partie sale, on va avoir un rayon de courbe qui est un petit peu plus serré, et donc du coup on va avoir tendance à freiner un petit peu plus tôt, justement pour anticiper un petit peu tout ça, et donc on peut aussi emmener un petit peu moins de vitesse, et c'était le cas de Lewis Hamilton notamment. Et quand on s'appelle Bottas, on se dit que les deux fous furieux de chaque côté vont freiner trop tard, donc ça vaut le coup de freiner peut-être un petit peu avant pour justement croiser tout le monde et bien se positionner pour le reste de l'enchaînement. Verstappen freine quand même très tard je trouve et jaillit comme un lion dans le virage 1, mais peut-être que les Mercedes freinent assez tôt on va dire, du coup ça fait un petit peu bizarre où on se dit que Verstappen va louper son virage. Donc bon ouais, logiquement en fait Verstappen arrive à la corde du virage numéro 2, pas forcément super bien positionné, mais il arrive le premier et à partir de là il est passé devant Lewis Hamilton, il a le contrôle sur la course et c'est terminé on va dire. Honnêtement il était dans une très bonne position pour faire le reste du Grand Prix, donc parfaitement exécuté de la part de Verstappen ce départ. Vraiment incroyable. Alors j'avoue, on peut dire que Bottas se dégonfle un petit peu, mais c'est de base beaucoup plus intelligent de ne pas insister et de bien se positionner dans les enchaînements du 2 et du 3 pour peut-être tenter une contre-attaque au virage 4, sauf que se pointe un certain Daniel Ricciardo à Mach 12, très clairement, sur la partie sale de la piste, complètement à droite, donc forcément moins d'adhérence, blocage, grosse conséquence, contact sur un Bottas qui tente de croiser, tête à queue, les pneus qui fument parce que Bottas reste plein gaz pour faire totalement pivoter sa voiture a priori, et probablement peut-être essayer d'éviter aussi entre guillemets un choc latéral parce que une F1 ça fait quand même un peu plus de 5 mètres de large, donc autant vous dire que s'il reste de côté sur toute la piste, là c'est terminé, il y a 15 voitures au tas, donc du coup on n'y voit rien, c'est le boxon et donc badaboum quand même. Alors du coup comme c'est un petit peu le boxon au virage 1, et forcément il y a quelques pilotes qui ont coupé pour essayer d'éviter les problèmes, tout simplement en coupant au virage 2, parmi ces pilotes on a un certain Charles Leclerc qui gagne dans l'histoire quand même une ou deux positions sur Carlos Sainz et Sébastien Vettel je crois il me semble, et du coup dans ces cas-là, c'est un petit peu compliqué de rendre la position, alors surtout sur Sébastien Vettel qui était très loin derrière, sur Sainz qui était derrière Giovinazzi, donc c'était un peu compliqué. Charles a même demandé à la radio justement s'il fallait qu'il fasse quelque chose en conséquence. On lui a dit que finalement non, il n'y avait rien à faire. Et ouais, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Bon alors en vrai, ça passe, pas de chance pour Vettel qui choisit pas d'éviter Bottas de la bonne manière, ça arrive. Mais c'est vrai que c'est un petit peu relou. Bon, alors probablement que de mettre un bon gros bac à gravier justement dans l'extérieur de ce virage 1, entre le virage 1 et le virage 3 pour obliger tout le monde à prendre le virage 2, ça pourrait être effectivement une bonne solution on va dire, pour inciter tout le monde à prendre correctement le virage et à pas tenter le héros comme un certain Daniel Ricciardo on va dire entre guillemets au premier virage. Alors ce serait pas mal, mais inconvénient quand même c'est que s'il y en a un ou plusieurs qui passent dans le bac à gravier, derrière ça joue les petits poussés sur le virage 3 et la ligne droite qui suit, donc autant te dire que ça devient la plage à Cancun très clairement sur le circuit et c'est pas forcément ça qu'on cherche. Déjà que pendant tout le week-end il y a eu de la saleté dans tous les sens. Là, c'est pas le moment d'en rajouter. Bon, pour terminer sur ce départ, on va dire, je note la robustesse de l'Alpine, encore une fois quand même. Dommage pour Tsunoda qui faisait un super week-end dans l'ensemble. Il paye très cher sa pénalité, malheureusement. Donc voilà, c'est dommage pour le pilote japonais.
Deuxième réaction, mesdames et messieurs, on va parler évidemment de la course qui a été extrêmement difficile pour Valtteri Bottas. Pourtant, ça partait bien, il partait en pole position. Il a quand même réussi à reprendre le meilleur tour au Red Bull et à Max Verstappen, mais en fait, dès le départ, c'était flingué. Pourtant, il avait pris la bonne décision justement de freiner un petit peu plus tôt, de laisser les deux fous furieux prendre peut-être un petit peu large et de justement croiser. Mais bon, il est tombé sur un Daniel Ricciardo qui a été peut-être un petit peu trop optimiste et qui n'a pas su bien freiner sa voiture dans une partie très sale de la piste. Donc du coup, il a perdu un petit peu de grip. Sur cette action, d'ailleurs, je suis un petit peu surpris justement que Ricciardo ne prenne pas de pénalité, puisque envoyer une voiture en tête à queue avec un contact pareil, Gasly l'a fait en Turquie et à moindre mesure, et c'était 5 secondes. Parce que bon, on nous dit que Gasly en Turquie aurait pu éviter l'accrochage avec Alonso, ce à quoi j'ai envie de répondre, bah ouais, mais alors Ricciardo carrément encore plus quoi, donc c'est ça que je comprends pas. Alors bon, bah tant mieux en vrai, moi j'ai envie de vous dire, c'est la course, moi je suis partisan de les laisser faire justement, de voilà les erreurs dans un premier tour, dans un premier virage, ça arrive, c'est un petit peu toujours relou. Donc oui, je dirais que pour la FIA, c'est quand même une bonne décision dans l'ensemble. Mais du coup, moi, personnellement, ça m'embrouille totalement sur ce qui est admis ou ce qui n'est pas admis sur un premier tour et sur un premier virage. Et c'est là où je comprends absolument plus rien. L'inconstance des décisions de la FIA, justement, par rapport à ça, c'est un problème qui est récurrent et qui est trop récurrent et qu'il faudrait résoudre rapidement en disant soit au premier virage, on les laisse faire et s'il y a touchette, et bah tant pis. Soit, effectivement, on donne des 5 secondes un petit peu à tout le monde si jamais il y a du grabuge. Mais là, en vrai, il y a un vrai problème. Donc bon, bah écoutez, éclairez-moi dans les commentaires parce que là... Bon alors du coup, l'ironie, c'est quand même que Bottas passe toute la course derrière Daniel Ricciardo. Impossible de le dépasser, la McLaren est trop rapide en ligne droite. Malgré quelques dégâts sur le fond de plat grâce à George Russell au premier tour, il n'arrive pas à revenir dans le secteur 2, Valtteri Bottas, avec les virages rapides. Dans l'ensemble, c'était vraiment difficile de dépasser pour tout le monde pendant la course. Même pour Perez qui avait une meilleure voiture que Hamilton. En fait, être dans le dirt tiers, c'était vraiment très handicapant dans le deuxième secteur. Probablement que de suivre d'aussi près, on va dire, la McLaren pour Bottas, ça devait faire surchauffer les pneus et le moteur, donc ça rend encore plus complexe la gestion de la voiture, on va dire. Donc bref, c'était le calvaire pour Valtteri Bottas. Quand Ricciardo s'arrête, Bottas est obligé de couvrir pour tenter de passer, mais l'arrêt est catastrophique. Ensuite, on l'arrête pour mettre des softs et tenter le meilleur tour. Il ressort pile poil à la hauteur de Verstappen. Donc je sais pas ce qu'on fait chez Mercedes, mais on réfléchit pas. Donc on le refait passer au stand pour qu'on le fasse ressortir enfin sans personne devant. Enfin bon, là clairement la touchette de Ricciardo a flingué la course de Bottas, mais aussi la stratégie et les stratèges chez Mercedes, j'ai l'impression. Bon alors c'est dommage parce que effectivement Valtteri Bottas faisait quand même plutôt un bon week-end dans l'ensemble, on va dire. C'était pas foudroyant non plus, mais c'était plutôt un bon week-end. Il sort un très bon tour qualif au bon moment, quand ça compte justement pour prendre la pole position. Depuis quelques Grands Prix, et ça on se le dit depuis quelques Grands Prix, que justement il se sort les doigts, que voilà, ça va un petit peu mieux, qu'il pilote de manière plus instinctive. On a retrouvé un Valtteri Bottas un petit peu plus enjoué, donc ça fait plaisir. Même si en qualification, c'est pas les Mercedes qui étaient meilleurs, c'était les Red Bull qui étaient un petit peu moins bien, et surtout Verstappen qui a fait une erreur dans son premier run de Q3, où il fait une énorme glissade, où il doit perdre peut-être 1 ou 2 dixièmes. Donc non, c'est pas Mercedes qui sont sortis des buissons, c'est Red Bull qui avait plutôt des problèmes à optimiser un petit peu, on va dire, sa qualification. Bref. Un petit point sépare Mercedes de Red Bull au championnat, c'est vraiment top car la bataille est folle et ça serait historique dans les deux cas, 9e titre ou fin de domination de l'ère hybride pour Mercedes. Troisième réaction, mesdames et messieurs, on va parler de l'incroyable course de Pierre Gasly qui nous sort encore une petite pépite du placard, là très clairement, qui finit devant les deux Ferrari et tout simplement meilleur des autres sur ce Grand Prix. Super week-end de la part du pilote français, giga qualif, et il a réussi à creuser l'écart direct avec les Ferrari après le départ. Tout seul pendant tout le Grand Prix, comme un petit peu Charles Leclerc aux États-Unis. Tout a été parfait, même sur la stratégie où AlphaTauri n'a pas flanché sur le coup de pression des Ferrari, parce que je vous rappelle qu'il y avait deux Ferrari contre Pierre Gasly, et quand on est tout seul contre deux voitures de la même écurie, stratégiquement parlant, on est un petit peu complicado, tu vois ce que je veux dire. Donc bon, très bonne stratégie chez Ferrari, oui, très bonne stratégie d'arrêter Charles Leclerc assez tôt pour obliger Pierre Gasly à couvrir la stratégie de Charles Leclerc. Pendant ce temps, on allonge le premier relais de Sainz pour espérer revenir sur le Français
en fin de course avec des pneus plus frais et prendre la 4e position. Bon alors c'était en état de marche hein, justement, mais ça n'a pas été suffisant pour Carlos Sainz d'aller chercher Pierre Gasly. Charles Leclerc s'est écarté peut-être un petit peu tard, mais il n'a pas pu faire autrement parce qu'il y avait pas mal de retardataires devant, donc du coup il fallait jouer un petit peu avec, etc. Plus le dirtier, enfin bon bref, l'horreur. Et Sainz finalement a joué le jeu en rendant la position à Charles Leclerc une fois que il n'a pas réussi à aller chercher Gasly. De toute manière, hein, ils se battent pas pour le titre, donc qu'on inverse l'une ou l'autre position, c'est pas le but du jeu là. Le but du jeu c'est de se battre contre McLaren justement, donc ça changeait pas grand chose que Sainz finisse devant Leclerc ou l'inverse, donc voilà. En tout cas, l'AlphaTauri était juste au-dessus tout simplement en termes de rythme par rapport au Ferrari, et on l'a déjà vu sur certains Grands Prix hein, cette année que ça pouvait être le cas. Le Brésil est plutôt bon en général pour AlphaTauri, et en plus la semaine prochaine, donc il n'y a pas trop le temps de faire des modifications ou quoi que ce soit, en plus on est en fin de saison, donc je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas bien pour eux aussi à Sao Paulo. Les Ferrari repassent devant au classement général pendant que les McLaren étaient littéralement, on va dire entre guillemets, un petit peu absentes sur ce Grand Prix du Mexique. Et alors AlphaTauri qui en vrai, avec un petit Tsunoda un petit peu énervé comme il fallait, avec une bonne stratégie, ça pouvait potentiellement prendre la P10 je pense. Bon finalement ils reviennent à égalité de points avec Alpine, donc là aussi rien n'est joué. Quatrième réaction, mesdames et messieurs, on va parler de la cérémonie du podium. Ah bah oui, non mais ça, on ne pouvait pas passer à côté, ça c'est sûr et certain. Ce stadium de 35 000 personnes qui était chaud, bouillant, qui acclame Pérez à chaque tour dès qu'il passe, etc. Est-ce qu'on ne rendrait pas obligatoire un stadium sur chaque circuit, ou du moins est-ce qu'on ne rendrait pas obligatoire le fait d'entourer les parties sinueuses, on va dire, de tribunes en forme de stadium justement pour vivre un petit peu la ferveur de chaque public dans le monde. Ça pourrait être assez incroyable parce que bon, du coup on a 35 000 personnes qui profitent du podium, d'une gigateuf derrière, donc ça a tellement, on va dire, plus de sens que de réserver ça à une petite partie de la ligne droite de départ-arrivée. Après, c'est aussi ça qui fait le charme de ce circuit du Mexique, hein, pour cette ambiance. Donc avoir la même chose partout, pas sûr que ce soit aussi charmant partout, on va dire. J'avoue que la ferveur du public mexicain avec un Sergio Pérez sur le podium, ça fait vraiment du bien à voir. Là, il y avait vraiment quelque chose qui se passait. Alors derrière, quand on est revenu en fait au Mexique en 2015, j'avoue que j'étais un petit peu sceptique parce que je savais pas s'il y avait une grosse culture du sport automobile, parce que je connaissais pas en fait. Je me suis dit que ça allait intéresser peut-être quelques personnes, mais sans plus, tu vois. Et au final, non, la passion s'est littéralement réveillée avec un Sergio Pérez qui est arrivé de mieux en mieux, et puis là chez Red Bull avec une voiture qui est capable de faire des podiums et de gagner. Donc du coup ça a été vraiment ouf de le célébrer comme ça en héros national, donc vraiment trop cool. Finalement en fait on a un petit peu le même phénomène ici en France. Alors pour beaucoup on va dire que Netflix a été un véritable déclencheur, mais sans un Esteban Ocon ou un Pierre Gasly qui monte sur la plus haute marche du podium, eh bien probablement que la flamme ne serait pas aussi forte, on va dire, même sans, on va dire, le championnat qu'on a à l'heure actuelle entre la bataille entre Verstappen et Hamilton. Alors du coup, moi, je vais être honnête avec vous, hein. Ça m'a convaincu d'aller au Mexique l'année prochaine pour voir le Grand Prix et passer quelques jours pour visiter, prendre du plaisir, etc. Cancun, ce que vous voulez. Je suis jamais allé au Mexique, donc autant aller au Mexique quand il y a un Grand Prix, tu vois, j'ai envie de te dire, et kiffer. Mais clairement, non, j'y vais pas pour voir un Grand Prix ou la course, tu vois, en elle-même, hein. J'y vais pas pour voir de l'action en piste, j'y vais vraiment pour la ferveur de l'ambiance, parce que c'est aussi ça les Grands Prix de Formule 1, parce qu'on va pas se cacher, la course d'hier, bon, en termes d'action, bof, hein, ça a été un petit peu compliqué à part le départ, mais le reste, la ferveur des Mexicains, ça c'était assez incroyable. Alors là aussi, hein, les F1 de 2022 devraient quand même résoudre une partie du problème du dirtier qui est intrinsèque à ce circuit, donc il faudra voir ce que ça donne justement l'année prochaine. Cinquième réaction, je vous parlais de break psychologique il y a 2 semaines au Grand Prix des États-Unis. Là, aujourd'hui, on sent un peu plus de fatalisme, un peu plus de résignation chez Mercedes et chez Lewis Hamilton. Peut-être que résignation, le mot est peut-être un petit peu fort, on va le dire, hein, mais les Red Bull sont clairement au-dessus en termes de performance. Verstappen est parti et a creusé l'écart pendant toute la course pour coller
16 secondes à Lewis Hamilton, ce qui est absolument énorme. Alors du coup, Ricciardo nous prive quand même d'une bonne grosse partie du spectacle en éliminant le soldat Valtteri, puisque du coup Valtteri aurait pu jouer un 2 contre 2 et donner quelques mots de tête au stratège Red Bull, justement, donc c'est un petit peu dommage. Et finalement, Lewis Hamilton s'est retrouvé dans la même position qu'un certain Max Verstappen en 2020, où justement il faisait la course contre deux voitures de la même écurie en termes d'adversaires, et donc forcément Lewis Hamilton a un petit peu plus subi, surtout qu'il n'avait pas la meilleure voiture, et ça s'est vu. Perez a joué un rôle quasi parfait en mettant la pression sur Hamilton pendant tout le premier relais, et à la radio ça a ordonné de manière assez sèche d'ailleurs de se rapprocher de Lewis Hamilton pour Perez. Du coup, Perez couvrait tous les scénarios avec Red Bull que Hamilton pouvait faire, entre guillemets, et justement, Hamilton n'a pas pu faire grand-chose à part éviter de se prendre un undercut. Laisser longtemps Perez en piste était plutôt une bonne stratégie. Les retardataires ont été très gênants à cause du dirt hier. Et Norris, par exemple, était suffisamment loin pour ne pas avoir de drapeau bleu, mais suffisamment proche pour ralentir Lewis Hamilton, donc ça a été très compliqué. Alors, on a voulu laisser Perez, on va dire, tenter d'aller chercher Lewis Hamilton parce qu'il y a plus de points à aller chercher. Il y a 3 points d'écart entre la deuxième et la troisième place. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas arrêté Perez en toute fin de course pour essayer de reprendre le petit point de Valtteri Bottas au jeu du meilleur tour en course. Bon, plutôt logique finalement d'essayer de pousser Sergio Perez à aller chercher Lewis Hamilton en fin de course. Alors, faudra qu'on m'explique un truc d'ailleurs, mais Hamilton il a lâché un tir balistique gratuit en interview sur Perez en disant c'était dur de garder Perez derrière, c'est vous dire si la Red Bull est rapide ou un truc dans le genre. Alors j'ai probablement peut-être mal compris, je sais pas, peut-être que en fait Lewis Hamilton voulait surtout souligner le fait que la Red Bull était vraiment plus performante que la Mercedes. Mais bon, quand même, ça sous-entend que Perez, c'est une énorme chef qui conduit une super bagnole, donc c'est pas super cool. Enfin bon, vous me direz dans les commentaires justement si je me gourse totalement sur la déclaration, si je l'ai mal comprise ou si justement c'est un truc gratuit. Peut-être que c'était pas voulu non plus de la part de Lewis Hamilton, enfin j'ai pas l'impression que ça a été voulu, mais je trouve que c'est un peu violent quand même, donc bon voilà. En tout cas, on va parler justement du classement du championnat. 19 points d'écart entre Verstappen et Hamilton, ça commence à faire beaucoup à 4 courses de la fin, ça donne encore un matelas un peu plus confortable à Max Verstappen qui gère parfaitement la pression et cette fin de championnat, digne d'un champion du monde là vraiment pour le coup. Red Bull est au-dessus en termes de performance visiblement, on verra ce que ça donne dans les prochaines courses, mais difficile pour Perez d'aller chercher une P2 justement sur ce Grand Prix du Mexique. Grosse journée quand même pour Red Bull face à Mercedes. Un point derrière les grilles à 4 courses de la fin de saison. Autant vous dire que rien n'est joué. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce Fast 5. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires. On se retrouve dans une semaine pour le Fast 5 du Grand Prix du Brésil, qui j'espère va être incroyable. Parce que le Brésil, encore une fois, là il y a un public de ouf, de dingue. Donc ça fait vraiment super kiffer. En tout cas, portez-vous bien. Ciao, ciao. Thank you.